Alors cela nous mène à notre, 3e partie. Donc que peut-on évaluer, comparer grâce à Totem? Donc Totem, dans Totem, on utilise une structure hiérarchique qui va donc des matériaux, par exemple une brique, aux composants. Alors là, ça va être toujours la brique, mais mis en œuvre, donc maçonnée, donc la brique, mais également avec son mortier. L'élément, donc là, ça va être un mur, un sol, un toit, donc avec plusieurs couches. Donc on va avoir la brique maçonnée, mais avec également de l'isolant, les finitions intérieures, et cetera, et cetera. Toutes les couches, du mur et au bâtiment, donc qui reprend plusieurs éléments, donc des murs, des toits, des sols, et cetera. Dans la bibliothèque de Totem, on va retrouver les composants, les éléments et les bâtiments. Donc, rentrons dans cette bibliothèque de Totem. Donc, dans la bibliothèque de Totem, ici, on va avoir la bibliothèque des bâtiments. Donc, vous avez toujours une barre de recherche qui vous permet donc de rechercher du texte. Certains filtres également. Ici, on va pouvoir avoir des bâtiments qui sont des bâtiments exemples qui sont ici repris de base dans l'outil Totem, mais également des bâtiments que vous allez enregistrer vous-même dans votre bibliothèque à partir de vos projets. Et donc là, vous pouvez trier en fonction des bâtiments exemples ou des bâtiments utilisateurs, donc les vôtres. Dans la vignette, on a toujours le maximum d'informations. Donc, on a ici le type de bâtiment, d'affectation, donc résidentiel, maison 3 façades pour ce cas-ci. Et on a également différentes informations comme voilà, est-ce que c'est un nouveau bâtiment ou une rénovation, la durée de vie de ce bâtiment qui est toujours 60 ans, la superficie utile de ce bâtiment, 144 mètres carrés, et le score environnemental par mètre carré de ce bâtiment. Sur la droite, on a également tout le détail du bâtiment avec toutes les informations et vous pouvez ajouter ce bâtiment à votre projet. Alors, si on s'intéresse à la bibliothèque ici des éléments, donc on voit à chaque fois le petit onglet au-dessus qui permet de voir dans quelle bibliothèque on se trouve. On a toujours une barre de recherche. On peut trier les éléments par catégorie, donc avoir voilà, par exemple uniquement les murs extérieurs. On va avoir 78 murs extérieurs dans la bibliothèque. On peut également trier par différentes choses, donc le nom, la catégorie, la valeur de U ou le score environnemental, par exemple. On a toujours ces vignettes qui permettent donc d'avoir l'information sur quelle est la catégorie du bâtiment, de l'élément, le nom du bâtiment essaie d'être le plus explicite possible sur ce que contient cet élément. Et également différentes informations ici sur le statut de l'élément, sur la durée de vie, sur l'épaisseur, sur le U et sur le score environnemental. À droite, on va avoir tous les détails, y compris un schéma. Donc, on va voir la durée de vie, la valeur de U et le score environnemental qui est réparti selon que ce soit le score lié aux matériaux ou à l'énergie. Et donc, on va avoir également un onglet résultats. Voilà, donc quand on clique sur l'onglet résultats, toujours dans la bibliothèque des éléments, on va pouvoir voir le score environnemental. Donc, le score environnemental ici, ainsi que l'impact par composant. Alors, quand on sélectionne une catégorie d'éléments, donc ici par exemple le plancher sur sol, il y a également des filtres qui sont disponibles en fonction de cette catégorie que vous allez sélectionner. Donc par exemple ici pour les planchers sur sol, on peut filtrer sur la structure de ce plancher, le revêtement du sol et d'autres éléments. Donc c'est assez pratique pour naviguer dans la bibliothèque. Et donc, on peut toujours choisir d'ajouter cet élément à son projet. Alors, depuis la nouvelle version, on a ajouté des éléments qui sont plus adaptés à la rénovation et donc on peut les reconnaître ici. Donc j'ai cherché dans le texte réno et on retrouve dans le nom de ces éléments le nom réno. Donc on voit ici que ces éléments on voit différents statuts des composants qui le composent. Donc ici, le statut est mixte et on voit qu'on a des composants qui sont réemployés ex situ, des composants qui sont nouveaux, mais également des composants existants, des composants qui sont conservés, comme c'est le cas en rénovation. Alors, dans la bibliothèque des composants, cette fois-ci, on peut toujours trier par catégorie et on a toujours une barre de recherche qui permet de chercher du texte. On peut également utiliser des filtres et parfois il y a plusieurs variations des composants. Par exemple, ici, plusieurs épaisseurs de panneaux OSB et donc on a des petits onglets pour présenter les différentes variantes.
On a également donc tous les détails de modélisation et on voit que certains paramètres, comme l'épaisseur ici du panneau USB, vont être adaptables par l'utilisateur. Des informations sur les connexions et la réversibilité et des informations sur la fin du cycle de vie. Et donc, il y a un petit outil qui permet aussi de trouver des composants similaires à celui qu'on a sélectionné. Dans Totem, il y a différentes sources de données. Donc, la majorité des éléments et des composants dans Totem sont créés sur base de la base de données générique EcoInvent. Donc, c'est une base de données suisse qui permet d'avoir un large panel de matériaux et de processus disponibles. Donc, c'est sur base d'études scientifiques qui sont produites par cette base de données. Et donc, Totem a été créé sur base de ces données qui permettaient donc d'avoir une bibliothèque relativement bien fournie. Et on a harmonisé ces informations qui proviennent de cette base de données autant que possible avec le contexte de la construction belge. Donc, on a adopté le mix énergétique, donc la manière dont l'énergie est produite en Belgique, les scénarios de transport qui sont vraiment fort dépendants aussi du territoire et les scénarios de fin de vie puisque le traitement des déchets peut être vraiment fort différent aussi d'un pays à l'autre. Et depuis octobre 2020, on a également des données spécifiques dans Totem. Donc, ces données spécifiques sont directement produites par différents producteurs de matériaux qui volontairement réalisent une EPD, qui va être stockée dans la base de données BEPD. Donc, on a ici différents producteurs de matériaux qui ont déjà réalisé une EPD. Cette EPD étant ensuite validée par le SPF et publiée dans Totem ensuite, quand l'EPD est vérifiée dans Totem 4 fois par an, on ajoute ces EPD. Ça demande aussi un petit peu de calcul. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas fait en direct, mais le plus rapidement possible en tout cas. Alors, une EPD, c'est une Environmental Product Declaration, donc une déclaration de performance environnementale des produits. C'est un document qui est standardisé, qui est basé sur une analyse de cycle de vie et qui fournit des indicateurs environnementaux pour des matériaux qui sont soit conditionnés de manière spécifique en fonction de l'épaisseur de l'emballage, ou ça peut être aussi une EPD collective, par exemple pour toutes les poutres en bois CLT. Ça, c'est une EPD collective entre plusieurs producteurs de ce type de matériaux. C'est une méthodologie donc scientifique qui est objective et quantitative et univoque. Et en plus, ces déclarations vont être vérifiées par des experts qui sont reconnus par le service public fédéral et qui donc vont être enregistrés dans la base de données. Cette base de données est consultable pour tous les citoyens et donc vous pouvez vous connecter et aller voir quels sont les producteurs de matériaux qui ont fait des déclarations environnementales de produits. Donc, dans la bibliothèque Totem, vous allez pouvoir trier les composants en fonction qu'ils soient génériques ou spécifiques et vous allez retrouver ce signe globe qui vous indique qu'il s'agit d'une donnée spécifique, donc provenant d'une EPD. Vous avez également directement le lien vers ces informations, donc vers l'EPD de ce produit, ainsi que l'identifiant de cette EPD. Alors, depuis également la nouvelle version, on a voulu faciliter le fait que les utilisateurs puissent chercher des matériaux qui soient biosourcés ou non biosourcés. Et donc, il y a un filtre qui a été ajouté afin de pouvoir faire ce tri. Et on peut également retrouver un logo qui permet d'identifier plus facilement les matériaux qui sont biosourcés ou ceux qui ne le sont pas. Et donc, pour l'ensemble des composants, on a également des informations sur la fin du cycle de vie de ces composants. Alors, depuis la nouvelle version Totem, on a également ajouté des composants qui sont en fait des installations techniques. Donc, on a différents types d'installations techniques. Et donc, on va les retrouver également dans la bibliothèque des composants. On a toujours donc tous les détails de modélisation. Par exemple, ici, pour un tube en cuivre, on va pouvoir adapter la longueur de ce tube en cuivre. Donc, on voit également que chaque fois, on parle d'unité fonctionnelle, donc ici en mètres. Et cette unité fonctionnelle, donc c'est une notion importante en analyse de cycle de vie.
Ça va pouvoir définir en fait comment, sur base de quoi on va exprimer les impacts environnementaux. Et donc, ça va permettre de comparer les bâtiments ou les éléments présentant des performances similaires, bien sûr. Donc, pour les bâtiments, l'unité fonctionnelle va être le mètre carré de surface de plancher brut. Pour les matériaux, ça va être le mètre carré pour les éléments planaires, donc tout ce qui est plancher, mur, fenêtre, toiture. Le mètre linéaire pour tous les éléments linéaires, tels que les poutres, les colonnes, les linteaux, les appuis de fenêtre, et les pièces pour des éléments dénombrables comme des portes. Pour le système, c'est le système complet qui est l'unité fonctionnelle. Alors, pour mesurer les quantités dans Totem, on vous recommande une convention de mesurage. Alors, pour les dimensions extérieures, pour les éléments dans l'enveloppe, on va utiliser la convention de dimension extérieure, donc la même que la PEB pour faciliter les choses. Par contre, pour les dimensions internes, donc pour les éléments internes, on va utiliser donc cette convention des dimensions internes pour tous les éléments qui ne font pas partie de l'enveloppe. Ça va éviter une surestimation sans trop compliquer les mesurages sur plan. Une autre question, donc, peut-on comparer les matériaux non mis en œuvre entre eux? Avec un petit cas pratique pour illustrer cette question. Donc voilà, la question c'est est-ce que si on a un certain matériau qui a moins d'impact qu'un autre matériau, mais que ce matériau moins impactant va nécessiter d'autres matériaux, des cols, etc., lors de sa pose, est-ce qu'on peut quand même comparer ces matériaux entre eux? Et donc là, le cas, c'est ben voilà, si on compare seulement des composants, donc si on compare le composant cellulose et le composant laine de roche pour un U similaire, ou si on compare vraiment dans un élément de construction, un mur isolé avec de la cellulose, donc qui est également mis en œuvre au sein d'une ossature bois, et de la laine de roche, qui elle va être accrochée à l'aire de crochet et de clips. On obtient ceci, donc si on compare seulement les isolants, la cellulose va être 30% moins impactante que la laine de roche. Par contre, si on compare la paroi, vraiment une paroi similaire, la même composition, mais isolée avec 2 isolants différents, plus ce que ça implique en termes de fixation, donc les clips et les crochets pour la laine de roche et les latilles en bois de résineux vissés pour la cellulose, la différence n'est pas significative. Et donc, dans Totem, on ne fait pas ce type de comparaison, donc directement de composants, on compare des éléments puisque c'est beaucoup plus pertinent de comparer vraiment l'ensemble de l'élément avec les fixations et tous les éléments que ça implique. Donc, pour obtenir des résultats comparatifs qui soient pertinents, il faut prendre en compte les matériaux mis en œuvre et également intégrés dans un élément. Donc, si on reprend la structure hiérarchique de Totem, vous avez vu qu'on déjà on ne retrouve pas les matériaux dans la bibliothèque de Totem, on a les composants, mais on ne peut faire des comparaisons et calculer des scores environnementaux qu'au niveau de l'élément et du bâtiment pour que ces comparaisons et ces scores restent pertinents dans les choix que l'on pose au niveau de la conception des bâtiments. Alors une autre question, est-ce qu'on peut comparer du coup des éléments dont les composants n'ont pas la même durée de vie? Donc ici également un petit cas. Donc si un composant A a une durée de vie plus courte que le composant B, eh bien ça veut dire que ce composant A va devoir être remplacé plus rapidement. Et donc, comme on va le remplacer dans le bâtiment, ça va engendrer de nouveaux impacts environnementaux, pardon. Et donc, est-ce que ça a du sens de comparer ces composants entre eux? Donc, par exemple, si on veut comparer un plancher d'étage qui a une composition identique pour toutes ses couches, sauf la dernière, la finition, donc une finition différente, une finition d'abord en céramique émaillée avec une durée de vie de 60 ans, une finition en époxy avec une durée de vie de 30 ans et une finition avec du linoléum avec une durée de vie de 15 ans. Donc la durée de vie, c'est une notion aussi très importante en analyse des cycles de vie. Et donc dans Totem, la durée de vie d'un bâtiment a été fixée à 60 ans. Donc selon la littérature existante, c'est une durée de vie théorique de la structure du bâtiment et de ses éléments principaux. C'est donc la période standard pour le calcul des différents remplacements des éléments et des composants qui vont composer ce bâtiment. Et donc,
quand on remplace un bâtiment, on prend en compte l'effet multiplicateur de ce remplacement au sein du module B, donc au sein de l'utilisation du bâtiment. Ici, on a B4 remplacement. On a différentes durées de vie donc, qui ont été établies sur base de la littérature scientifique pour les éléments. Donc, tout ce qui est fondation, les murs porteurs, les étages, les toits, ça va avoir la même durée de vie que le bâtiment, donc 60 ans ou plus. Pour les portes et fenêtres, les murs intérieurs non porteurs et les systèmes d'eau de pluie, ça va être 30 ans et les installations techniques, 20 ans. Au niveau des composants, donc dans la méthodologie Totem, il y a donc différents durées de vie en fonction des composants. Donc ça va aller aussi de 60 ans ou plus pour tout ce qui est matériaux de structure, gros œuvres, mais pour des composants tels que la peinture et le papier peint, c'est 10 ans. Et donc là, il va y avoir de nombreux remplacements au cours de la cycle de vie. On voit ici que pour les tapis, les linoléums, ça va être 15 ans. Et chaque type de composant va avoir sa propre durée de vie. Donc, les remplacements des éléments et des composants avec une durée de vie plus courte que 60 ans donc, vont être remplacés pendant le cycle de vie du bâtiment et donc leurs impacts vont être multipliés. Comment on calcule le nombre de remplacements? Ben, simplement en prenant la durée de vie du bâtiment, donc 60 ans, divisé par la durée de vie de l'élément ou du composant, moins 1, qui est l'installation initiale. Il peut avoir également une durée de suspension. Donc ça, c'est un nombre d'années avant la fin de vie du bâtiment, durant lesquelles le remplacement n'aura pas forcément lieu. Et donc, il suit la hiérarchie matériaux, composants, bâtiments. Un petit exemple pour mieux comprendre, si on a une fenêtre avec une durée de vie de 20 ans, on va donc avoir deux remplacements, un remplacement en l'année 20 et un remplacement en l'année 40. Si on a une fenêtre avec une durée de vie de 25 ans, on va avoir 1,4 remplacements. Donc, on va avoir un remplacement à l'année 25 et le remplacement à l'année 50, ça va dépendre de cette période de suspension. Est-ce que ça vaut la peine de remplacer une fenêtre à 10 ans de la fin de vie du bâtiment? Alors, la durée de vie, comme c'est une donnée vraiment très importante et qui va fortement influencer les résultats, elle n'est pas modifiable, en tout cas pour le moment, dans Totem. Donc, les résultats sont vraiment très sensibles à cette durée de vie des éléments, des composants, des éléments et des bâtiments. Donc, pour plus d'informations sur les durées de vie qui sont attribuées aux différents matériaux dans Totem, il y a une brochure qui est reprise donc dans la catégorie documentation sur le site Totem et qui est disponible au téléchargement afin d'avoir une vision la plus transparente possible des hypothèses qui sont prises. Et donc, bien sûr, vous pouvez consulter cette durée de vie de manière la plus transparente possible dans la bibliothèque Totem, donc soit dans les petites vignettes, soit dans les détails des composants. Donc, si on reprend notre cas sur le plancher d'étage avec les différentes finitions, donc céramique, époxy, linoléum, et qu'on fait une comparaison dans Totem, on va voir que eh bien, le sol avec la céramique va avoir une plus grande impact au niveau de la phase production que les autres composants. Par contre, au niveau de la phase ici de remplacement, donc le fameux B4, on a un tout petit, voilà, il n'y a pas que le remplacement de la céramique, il y a d'autres matériaux dans notre élément, mais c'est beaucoup plus petit ici que le sol en époxy et encore plus petit que le sol avec le linoléum, puisqu'on va avoir plusieurs remplacements lors du cycle de vie de ce linoléum. Donc cela est bien pris en compte dans Totem. Donc cette prise en compte de la durée de vie des composants, c'est vraiment essentiel dans l'évaluation environnementale des éléments et des bâtiments. Donc on comptabilise les composants qui vont devoir être remplacés au cours de la durée de vie des bâtiments et ça permet de pouvoir faire des comparaisons pertinentes d'éléments qui contiennent des composants qui vont avoir différentes durées de vie. Donc la durée de vie, comme je l'ai déjà dit, est un paramètre vraiment sensible et qui ne va pas donc être modifiable par l'utilisateur.